Bienvenue à toutes et à tous, je suis Marie-Laure Eustache et j'ai le grand plaisir et l'honneur d'ouvrir le bal de ce SIAPRO 2025 avec cette première conférence de cette première journée. Le SIAPRO dure jusqu'à mardi, je vous le rappelle, le programme est très riche, comme on va le vivre tous ensemble pendant ces 3 jours. Bienvenue à cette première conférence. Tu l'as très bien prononcé, Pierre, je veux devenir agriculteur, agricultrice. Quelle voie d'entrée dans les métiers en 2025? Et oui, c'est plus comme il y a 15 ans, il y a 10 ans, il y a même 5 ans. On va le voir ensemble. Est-ce que je peux m'installer toute la vie, seule ou en collectif? Est-ce que je peux changer de métier, d'orientation et puis revenir au métier? J'aimerais bien qu'on en parle aussi un petit peu de ça, tous ensemble. Bienvenue à tous les 4. Cécile Gazot, ingénieure agro, docteur en sociologie, Agro-Toulouse, spécialiste de l'installation agricole, auteur de la thèse « Qui pour gouverner l'installation en agriculture ?» une thèse qui est parue en 2023. Cécile, merci d'être avec nous. À votre gauche, il y a Maxime Paolac, cofondateur d'Eloi, plateforme, vous nous direz, vous présenterez beaucoup mieux que moi, agence immobilière, pour ceux qui veulent transmettre et ceux qui veulent reprendre, etc. Et Maxime, bienvenue parmi nous. Merci. Laurent Chupin, vous venez de Charente-Poitou, Charente-Maritime. Le beurre Charente-Poitou, ça m'a trompé. Directeur général d'Alco, l'association des laiteries coopératives. Et Laurent, vous allez nous dire comment vous avez pris à bras-le-corps pas le problème, mais l'enjeu de l'installation. Les éleveurs laitiers, il en faut, et il faut bien communiquer, il faut les motiver. Vous allez nous le raconter. Et puis Audrey Bourrelot. Audrey, merci d'être avec nous ce matin. Vous êtes la cofondatrice d'Hectare et vous avez été ancienne conseillère agriculture, pêche, forêt et développement rural à la présidence de la République. Voilà, c'est important de le dire. Et on va parler ensemble de ces profils que depuis 4 ans maintenant, vous voyez aussi arriver à Hectare et de votre ferme pilote. Bienvenue à toutes et tous. Je rappelle, l'état d'esprit du SIAPRO, c'est vraiment ça. Le SIAPRO, c'est une mosaïque de compétences. Ça se voit avec nos intervenants pendant les 3 jours, avec nos exposants, avec nos partenaires. Et on va vraiment essayer de transmettre cet état d'esprit positif de chef d'entreprise agricole. Et c'est pour ça que la conférence commence par « Je veux devenir agriculteur ». Alors, justement, qui sont celles et ceux, Cécile, qui veulent devenir agriculteurs en 2025, ce réservoir de bonne volonté, là, ceux qui ont encore l'envie, qui veulent du sens dans leur métier, qui sont-ils? Dites-en-nous un peu plus. Bonjour à toutes et tous. Donc déjà, merci beaucoup pour cette invitation. Je suis très honorée et déjà aussi de participer. J'ai fait une thèse moi, sur la question des initiatives volontaires de soutien à l'installation et je suis aujourd'hui autour de la table avec ce que j'ai appelé les initiatives volontaires de soutien à l'installation qui ne dépendent donc ni des politiques publiques officielles ni des principales organisations qui traitaient de cette question de l'installation. Pour cette question des profils, donc c'est effectivement une très bonne question et je salue Geneviève Nguyen, François Pursegle avec qui je travaille sur un projet du ministère de l'Agriculture pour justement qualifier qui sont les nouveaux actifs en agriculture. Donc avec ces termes qui peuvent porter à confusion et à débat, savoir qui est nouveau, qui est actif. Nous, on a cherché dans ce projet de recherche à qualifier les nouveaux actifs par un triptyque, donc à la fois leur profil, leur projet et leur structure d'exploitation sur lesquels ils s'installent. Et on montre en fait qu'il n'y a plus de profil type aujourd'hui, c'est-à-dire que les politiques publiques dédiées à la question de l'installation et de la transmission, elles sont nées dans les années 60 avec les grandes lois d'orientation et autour d'un profil un peu type, c'était celui de la reprise en cadre familial d'un enfant d'agriculteur qui avait subi un cursus dans l'enseignement agricole. Aujourd'hui, on se rend compte avec le phénomène des reconversions professionnelles qu'il y a de plus en plus de profils qui soient ou pas issus du monde agricole, mais qui souhaitent s'installer et donc qui ont besoin d'accompagnement particulier, ce qui va expliquer aussi cette multiplication des initiatives que j'ai observées dans la thèse. Donc tous ces nouveaux acteurs qu'on a parmi nous aujourd'hui. Mais pour revenir à celles et ceux qui veulent, donc ça peut être des bifurqueurs, des salariés, des cadres, des non issus du monde agricole. Est-ce que vous avez... Voilà, alors en fait, on a des grandes catégories statistiques qu'on suit, alors plus ou moins bien, parce qu'on n'a pas d'observatoire national qui permette vraiment avec finesse de savoir qui ils sont. On a ces grandes catégories qui sont le hors-cadre familial et le cadre familial. Donc ça, c'est assez simple. C'est des personnes qui s'installent en reprenant ou pas une exploitation familiale. On dit l'IMA aussi, c'est la même chose. Alors non, du coup, ça n'a rien à voir. Parce que donc, ce hors-cadre ou cadre familial, ça va vraiment définir la structure sur laquelle ils vont s'installer. Est-ce qu'ils vont créer ou reprendre une exploitation dans le cadre familial? Sachant que voilà, il faut bien distinguer cette création de la reprise. Ça aussi, c'est quelque chose qu'il va falloir mettre dans les mœurs parce qu'il y a de plus en plus de personnes qui veulent créer et pas forcément reprendre, alors qu'historiquement, on est plutôt sur des processus de reprise. Et la question du NIMA ou IMAS, là, ça va être plutôt l'origine sociale. Et donc là, en fait, là, pareil, on n'a pas de définition très claire. Donc, pour certains, ça va être des parents agriculteurs. Pour d'autres, ça va être
des grands-parents ou des oncles et tantes agriculteurs. Et pour d'autres, enfin, moi, je me suis posé la question aussi, est-ce qu'un enfant de salarié agricole est non issu du milieu agricole, ou est-ce qu'un enfant de propriétaire terrien est ou pas issu du milieu agricole? Et en fait, on n'a pas la réponse. Donc, C'est bien de poser la question, effectivement. D'accord. Et alors, quand on a préparé la conférence de Mehdi, ces nouveaux profils, cette nouvelle génération aussi, elle recherche plus de souplesse aussi dans ce métier-là, plus de liberté, plus de créativité. et pour revenir donc sur le hors-cadre et Nîmes, en fait, ce qu'on voit aujourd'hui, c'est une hausse du nombre de reconversions professionnelles vers l'agriculture. Donc, qu'on soit en fait issu ou pas du monde agricole, on entame des reconversions vers le monde agricole. Et donc, c'est des personnes qui ont eu une expérience dans une autre carrière et donc qui viennent importer ça dans le monde agricole. Et donc, forcément, ils n'ont pas la même vision des rythmes de vie, des modes de vie, et donc ils ne vont pas se projeter pareil. Et donc, c'est pour ça que moi, je veux vraiment faire la distinction entre ces processus de reconversion et l'origine sociale. Parce que finalement, quelqu'un qui est issu du milieu agricole, mais qui s'était désintéressé de l'exploitation et qui revient 20 ans plus tard, va avoir des besoins un peu similaires qu'une personne à qui ça a pris du jour au lendemain de vouloir s'installer alors qu'elle n'avait aucune socialisation primaire agricole. Donc, ces processus de reconversion sont très importants aujourd'hui. D'accord. Et peut-être mal appréhendés par les processus d'accompagnement parce que, comme je le disais au début, donc cette politique publique qui s'est instaurée avec des profils un peu types, on n'a pas forcément des outils pour permettre ces reconversions professionnelles en termes d'accompagnement pour financer de la formation, financer les accompagnements, ce qui fait que ça chamboule un peu toutes les politiques publiques qui étaient dédiées au soutien à l'installation. Une révolution invisible, pour reprendre le terme de François Purseg. On est vraiment dans ce grand changement, cette grande mutation. Audrey, vous me l'avez confirmé aussi en préparant et je vous passerai la parole tout à l'heure, mais on est vraiment... C'est une nouvelle vague qui arrive avec beaucoup de complexité. On a quelques chiffres, 21 000 départs à la retraite par an, vous m'avez donné, Cécile, des chiffres, 13 000 installations par an, 5 000 DJA par an. C'est quoi un DJA? Alors, la DJA, c'est la dotation jeune agriculteur, donc qui, depuis 2023, en fait, a connu des grands changements c'était un dispositif qui était historiquement piloté par l'État via un cadre national assez fort, même si les régions étaient autorités de gestion depuis 2014. C'est-à-dire que c'est elle qui avait la bonne gestion des fonds européens, parce que c'est un outil qui est cofinancé par l'Union européenne. Et depuis 2023, donc c'est chaque région qui définit ses règles d'accès. Depuis 2023, voilà, d'accord, ça s'est régionalisé très récemment. Ouais. Ça aussi, c'est un critère important. Alors, merci pour ce contexte. On voit que ces profils sont très, très variés et qu'ils arrivent dans le métier avec des repères différents. Un point sur votre thèse, justement, les nouveaux acteurs. Cécile, qu'est-ce que vous pouvez nous dire pour résumer ce que vous avez observé dans le cadre de votre thèse sur ces nouveaux acteurs de l'aide à l'installation? Oui, donc alors pour résumer, pour resituer d'où je parle aussi, j'ai réalisé ma thèse en tant que salarié du syndicat des jeunes agriculteurs. Donc important de le préciser. Là, c'est un acteur qui est dans ce contexte sur les politiques publiques de soutien à l'installation qui est central depuis les années 60. Acteur historique. Voilà, l'acteur vraiment qui a pensé ces politiques-là, qui a co-construit ce modèle d'exploitation à 2 UTH. Et donc, je partais d'ici, mais j'avais envie de voir cette diversité d'acteurs qui aujourd'hui se préoccupaient de la question de l'installation. Donc, quand j'ai commencé ma thèse, à réfléchir à ce projet de thèse en 2017, en termes d'acteurs, donc on peut dire qu'il y avait ces 2 pôles historiques antagonistes, donc le syndicat des jeunes agriculteurs et donc on peut y affilier les chambres d'agriculture qui souvent sont présidées, donc FNSEA-JA, et tout le pôle de l'agriculture paysanne, donc géré, qui gravite autour du syndicat de la Confédération paysanne. Et en 2017, moi, j'avais vu apparaître déjà des acteurs depuis quelques années. Donc, il y a le réseau national des espaces tests agricoles et il y a les coopératives agricoles qui aussi, qu'on a représentants autour de la table, qui se posent des questions sur assurer la pérennité des modèles et donc qui se préoccupent aussi de cette question de l'installation et qui veulent porter des dispositifs pour soutenir. Et au chemin faisant de la thèse, donc il y a 2 nouveaux acteurs qui sont 2 grandes familles d'acteurs. Donc, il y a le réseau Initiative France et le réseau France Active qui ont décliné progressivement des dispositifs qui réservaient aux entrepreneurs du secteur classique vers le monde agricole. Et on a du coup plusieurs startups aussi, donc entreprises à mission ou startups ou campus hectares, qui se sont créés aussi pour venir accompagner et participer à la transition agroécologique via des outils particuliers avec des modèles économiques, ce qu'on n'avait jamais vu avant sur la question. Donc aujourd'hui, la thèse, moi, j'ai cherché à voir un petit peu ce que portait chacun des acteurs sur cette question de l'installation et comment ils dialoguaient entre eux et comment finalement l'action publique se recomposait sous l'effet de ces nouveaux acteurs, les anciens qui doivent évoluer, quel partenariat il y avait entre tous.
Et au bout du bout, la question, c'est comment on fait avec autant d'acteurs pour assurer une lisibilité aussi au parcours des personnes qui veulent s'installer, puisque souvent, ces acteurs-là ont leurs intérêts aussi derrière, enfin, Politique, voilà, des intérêts historique. politiques, des modèles qu'ils veulent défendre. Mmh. Et parfois, la personne qui veut s'installer, elle ne s'y retrouve pas forcément entre ce qui relève de la politique publique, ce qui relève d'acteurs privés, savoir qui paye quoi dans les accompagnements, savoir quels modèles sont portés. Et donc voilà, ça c'est vraiment aujourd'hui, je trouve, un des grands enjeux auxquels France Service Agriculture, dans sa forme actuelle, qui est un peu c'est un peu vaporeux, on ne sait pas trop comment ça va se mettre en place, mais voilà, il y a une première étape qui est franchie, de dire il faut regrouper tout ça, mais ça ne nous dit pas comment. Et une toute petite dernière question. Merci pour cette synthèse, parce que c'est pas évident de. Voilà, on a compris que tout le monde était challengé. Est-ce qu'il y a une reterritorialisation de l'installation? Est-ce qu'on va plus penser territoire ou pas? Et bien forcément, avec la régionalisation de la DGA, oui. Alors après, ça pose la question de l'articulation des dispositifs à l'échelle nationale, déjà européenne, nationale, régionale et intercommunale, parce que je ne l'ai pas dit, mais dans une 5e famille d'acteurs qui se préoccupe aussi de cette question et qui n'a pas forcément la compétence obligatoire, ça va être les départements, les communautés de communes, les communes, les parcs naturels et les pays. Et donc, tout ça va vraiment poser la question de comment on fait au sein d'un territoire. Donc, effectivement, par exemple, les intercommunalités vont dire que c'est l'acteur central pour faire dialoguer tout le monde. Et en même temps, l'enjeu est national. C'est-à-dire qu'on ne peut pas non plus dire que c'est un enjeu qui dépend de telle ou telle petite région agricole ou telle... Donc, pour moi, il y a vraiment quand même l'enjeu d'avoir une politique nationale forte. Mais après, la question de comment on la décline sur les territoires pour aller effectivement au plus près, repérer les exploitations et travailler sur ces processus d'installation, de transmission, sachant, je le redis, mais une installation ne suppose plus forcément une transmission. Donc, ce qui, en plus. Merci beaucoup, Cécile. Merci. Sentez-vous libre de réagir à ce que vous entendez pendant la discussion. On est ensemble jusqu'à 11h45. Je ne l'ai pas précisé tout à l'heure. Donc, le temps passe très vite. Excusez-moi, j'ai le rôle de regarder le timing. Maxime Paola, cofondateur d'Eloi, vous êtes justement un nouvel acteur, une start-up créée en 2021. Vous avez un siège à Rennes, 25 salariés déjà. Vous avez challengé le dispositif, vous avez aussi vous-même cherché un peu votre modèle économique, c'est ce que vous m'avez raconté, et puis j'espère que vous allez nous parler aussi de celles et ceux qui viennent frapper à votre porte devant tous les guichets possibles. On a bien compris que Cécile, qu'il y en avait beaucoup. Alors, qui sont celles et ceux aussi qui viennent vous voir et comment ça se passe? Merci de vous représenter, Maxi. Oui, donc Eloi, effectivement, c'est une société à mission. Alors, on peut se définir comme start-up parce qu'on est encore relativement récent, mais on existe depuis un peu moins de 4 ans maintenant. Et le principe, c'est de fluidifier la rencontre entre des cédants qui ont des fermes à transmettre et des repreneurs. Aujourd'hui, on avait un sujet de fluidité, de cette visibilité des fermes en transmission. On a toujours ce problème-là. Puisqu'on constate qu'il y a près d'une ferme sur 2 en tendanciel qui pourrait ne pas être reprise par un jeune à l'installation. Donc, c'est évidemment un sujet de préoccupation et de société majeure. Et dans le même temps, des candidats à l'installation, on va les appeler, alors qu'ils soient NIMA, pas NIMA, peu importe, qui cherchent une ferme adaptée à leur projet et qui ont du mal à la trouver et qui ont du mal à accéder au foncier. Donc, on a cette offre et cette demande ont du mal à se rencontrer. Oui. Voilà. Le principe des lois, c'est de se dire on va utiliser les médias aujourd'hui sur lesquels sont ces repreneurs, ces plutôt jeunes repreneurs, même si on va jusqu'à un peu plus de la quarantaine pour ce qui est de ces candidats qui se reconvertissent. Mais ils sont tous sur les réseaux sociaux, ils sont tous connectés sur YouTube, sur Facebook. 6 000, c'est ce que vous m'avez dit, 6 000 sur candidats. TikTok. Alors voilà, le chiffre. Ouais. Nous, aujourd'hui, la plateforme Eloi, c'est plus de 100 candidats qui s'inscrivent chaque semaine, 100 repreneurs, ce qui représente une grande majorité des candidats à l'installation hors cadre familial. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, si vous prenez les statistiques nationales du nombre d'installations, on est à plus de 5 000 candidats qui s'inscrivent chaque année sur notre plateforme. Si vous regardez un peu les statistiques nationales du hors cadre familial, on représente maintenant une majorité de candidats qui viennent s'inscrire sur notre plateforme. Donc, on a vraiment une vue représentative de ce que sont ces nouveaux aussi candidats parce qu'ils sont inscrits chez nous et qui suivent pour trouver des fermes qui correspondent à leur projet. 34% de femmes, j'ai vu. Oui, 34% de femmes, 60% de NIMA, donc non issus du milieu agricole. Voilà. Merci de représenter des éleveurs aussi. Et effectivement, beaucoup d'éleveurs parce que Eloi a démarré son activité sur les fermes d'élevage, qui sont des fermes sur lesquelles il y a particulièrement des difficultés à trouver des repreneurs. D'accord. Donc,
clairement, nos clients, les gens qui font appel à nous, sont les agriculteurs qui veulent réussir la transmission de leur ferme et qui soit n'ont pas trouvé parce que ça fait déjà 2-3 ans qu'ils cherchent et qui n'ont pas eu le bon candidat, soit démarrent leur processus, mais veulent avoir une solution un peu premium en efficacité. Votre modèle économique, vous vous rémunérez sur la transmission de ferme, vous prenez un pourcentage ou comment ça se C'est passe? ça. Donc, C'est ça. c'est le cédant qui nous rémunère. Donc, ça, c'est très important. C'est-à-dire que toute ferme qui va sur le site d'Eloi a bénéficié d'un diagnostic, notamment sur le positionnement du prix en valeur économique. D'accord. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que la ferme doit être au bon prix pour qu'un jeune puisse s'installer dans de bonnes conditions, vivre de son métier et financer la ferme, souvent avec les banques évidemment. Il va rembourser ses emprunts, il faut qu'il ait la place de se rémunérer. Et c'est pour ça qu'il y a un gros travail en amont avec les cédants sur la définition de ce prix. Oui. Et que ce prix inclut une commission Eloi qui laisse un prix final sur lequel le jeune puisse s'installer dans de bonnes conditions et se rémunérer. Donc ça fait partie de la garantie pour le repreneur quand il va sur notre site. C'est que toutes les fermes ont été valorisées sous un angle économique pour qu'il puisse s'installer, obtenir un prêt bancaire et se rémunérer. C'est ça l'ambition. La transmission, c'est très important. Je fais une petite parenthèse. À 14h, il y a une conférence animée par Alain Savary sur la transmission. Donc, si le sujet vous intéresse, revenez. Vraiment, les deux sont liés. C'est les deux faces d'une même pièce. Installation, transmission, c'est très important aussi d'insister là-dessus. Maxime, vous pouvez nous redire qui sont celles et ceux qui viennent vous voir, leur profil? Par exemple, je sais qu'un éleveur dans la Loire peut trouver un jeune Ardéchois qui prendrait sa ferme. J'ai vu un reportage de France 3 sur cette... C'était un bel exemple parce que on voit que le jeune a envie de changer des choses, mais les parents sont un peu inquiets et puis il quitte son territoire. Vous pouvez nous raconter ça? C'est typiquement ce que vous pouvez accompagner? C'est typique. On a fait un sondage sur notre base de porteurs de projets à l'installation et on voit qu'aujourd'hui, 40% sont prêts à changer de région. Donc, 60% ont une zone d'installation un peu définie. Donc, ça reste la majorité, mais 40% prêts à changer de région, c'est quand même très important. Oui. Et c'est pour ça aussi que les territoires, les coopératives, les acteurs qui ont des enjeux de renouvellement des générations ont intérêt et nécessité à faire rayonner leur territoire, rayonner leur services coopératifs, peu importe qui ils sont, mais ils ont un enjeu à communiquer en digital massivement pour attirer ces repreneurs et aller les chercher là où ils sont, sur les réseaux sociaux, etc. Donc d'où l'intérêt, pour vous. Parce qu'il y a cette mobilité et qu'elle est réelle et qu'on le constate. Il y a effectivement un reportage il y a 2 jours qui est sorti sur une transmission réussie. C'est un jeune qui venait pas du coin, qui est venu s'installer. On a des gens qui sont cadres familiales, qui avaient des parents agriculteurs, mais qui ne s'installent pas sur la ferme familiale pour X raisons. Ils n'ont pas envie, ils sont pris par un frère, peu importe. Et donc, ils s'installent ailleurs et ils ont parfois envie d'être un peu loin pour refaire leur un peu loin du père et de la mère. Ça arrive aussi. Non, mais la psychologie est très importante aussi dans la transmission et dans l'installation. Ça c'est clair. Vous m'avez donné un scoop aussi, Maxime. Vous êtes en train de finaliser un livret de communication côté cédant, côté candidat. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire là-dessus avec quelques conseils? Oui. Un peu de teasing. On constatait que c'était compliqué de transmettre à tous les cédants et à tous les repreneurs le parcours qu'ils vont vivre dans le cadre d'une transmission ou d'une reprise de ferme. C'est très complexe. Il y a beaucoup d'étapes, on va dire. Il y a beaucoup d'acteurs. Et Eloi ne se substitue à aucun d'entre eux, d'ailleurs, parce qu'on parlait de la complémentarité. L'idée, c'est vraiment... aujourd'hui d'apporter une visibilité premium à des fermes qui en ont besoin, mais il y a plein d'autres acteurs dans l'installation-transmission et c'est très complémentaire. Mais à un moment donné, pour s'y retrouver, on a ressenti, les cédants et les repreneurs nous ont demandé d'établir un guide qui cadre toutes les étapes. Donc ça fera une 30aine de pages côté cédant comme côté repreneur. Intéressant. L'idée, c'est de transmettre ces éléments à tous les futurs installés ou à tous les cédants, pour qu'ils puissent être un peu guidés de manière exhaustive. Un mode d'emploi. Voilà, un mode d'emploi. D'accord. S'installer ou transmettre pour les nuls, en fait. D'accord. Avec des choses importantes, vous m'avez dit le sanitaire, tout le process à faire. Il y a des voilà. Oui, il faut penser. On a eu des cas de figure. Faut penser à faire les contrôles sanitaires, évidemment. Il faut penser à savoir comment ça va s'interfacer la SAFER, qu'on soit en processus SAFER ou en processus notarié. Faut comprendre tout ça. Quand est-ce qu'il faut solliciter les banques? Plusieurs, les centres de gestion, comment ça s'articule. Donc tous ces acteurs, un jeune qui s'installe, c'est la première fois qu'il le fait. Le cédant, c'est la seule et unique fois où il transmettra sa ferme. Et donc,
c'est un truc d'une vie, quoi, et c'est très important de bien les guider. Bien sûr. Donc voilà, c'est là encore, je pense, complémentaire à ce qui peut être fait. Il y a bien sûr un parcours dans les chambres qui est bien fait, qui est important, mais avoir tout ça écrit noir sur blanc et bien structuré, ça va vraiment les aider. S'installer pour les nuls par Éloi, je retiens. Hein, mais merci beaucoup. Merci Maxime. Et vous aussi, vous pouvez réagir, même si le temps est compté. Merci pour ces éléments de réponse. Je me tourne vers vous maintenant, cher Laurent Chupin, qui êtes venu de Charente-Maritime, représentant directeur de l'association des laiteries coopératives. Ça existe depuis 1893, hein, quand même, il faut le souligner, Laurent. Oui. Et je crois que vous avez rencontré une partie de l'équipe d'Éloi. Vous parliez de complémentarité, de s'écouter les uns les autres, de voir comment ça peut fonctionner. C'est vrai, vous avez... Oui, effectivement, on commence un peu à travailler avec Éloi. Alors, juste pour repréciser, effectivement, l'association des laiteries ALCO s'appelait auparavant l'Association centrale des laiteries coopératives des Charentes et du Poitou. C'était long. Oui, ça m'a mis un peu de temps pour tout vous dire, pour mettre tous les mots dans le bon sens. Quoi qu'il en soit, effectivement, depuis 1893, c'est une structure collective qui permet aux coopératives de mettre en commun des moyens pour assurer leur développement. Donc, depuis 1893, on se pose la question de la pérennité en fait, du modèle coopératif sur ce territoire qui, à gros traits, a une activité entre Bordeaux et Nantes, et puis la Vienne, l'est de la Vienne, et même une partie de la région centre. Depuis le 19e siècle, il s'est passé des choses. Il s'est passé beaucoup de choses, et bien entendu que les besoins des coopératives pour assurer leur développement, résoudre leurs difficultés, leurs problématiques, bien évidemment, c'est très différent aujourd'hui que par le passé. On a aujourd'hui 6 coopératives qui sont adhérentes chez nous. Au début des années 50, il y avait 150 coopératives qui étaient adhérentes à l'association centrale. Elles produisaient à cette époque-là 6 fois moins de lait avec 6 fois plus de producteurs. Donc, évidemment que l'environnement a énormément changé, les besoins ont beaucoup changé, les exploitations, bien entendu, ont changé. Et donc, aujourd'hui, on se pose ces questions du renouvellement des générations de ces exploitations, même si elles sont moins nombreuses. Ça a été souligné, malgré tout, la difficulté que l'on a dans les productions laitières, ce n'est pas tellement le fait qu'il y ait des fermes à reprendre, c'est la difficulté d'avoir des candidats pour pouvoir le faire. Et pour pouvoir le faire, alors évidemment motivé, mais dans le monde agricole, il faut être motivé pour durer. Donc ça, c'est un sujet qui est extrêmement important et sur lequel on a souhaité pouvoir travailler. Parce que précisément, c'est une problématique nouvelle, c'est un enjeu nouveau. Même s'il n'est pas nouveau en soi, mais la question de la reprise auparavant, et c'est vrai que le schéma quasi exclusif, c'était la reprise, on reprend la ferme des parents, c'est ça. Puis, fin de l'histoire. En automatisme. Alors le mur arrive, le mur des problèmes d'installation, ça vous l'avez vu, et ne nous le cachons pas, il y a des gros enjeux économiques. Il y a des gros enjeux économiques qui sont particulièrement importants dans les élevages laitiers. Caprin et bovins. Oui, effectivement, on a la particularité dans une zone où il y a beaucoup de lait de chèvre aussi, on est la première production, et en particulier en collecte de coopératives. Donc nous, on veut aussi pouvoir montrer ça, parce qu'il y a un véritable questionnement à avoir, et c'est pour ça que des nouveaux acteurs qui peuvent rentrer dans le jeu, à la fois de la reprise, mais aussi de la valorisation de notre territoire, c'est extrêmement important, et je crois que de ce point de vue-là, Éloi apporte une réponse un peu nouvelle, un peu différente, qui touche des publics différents. On a la problématique d'avoir de repérer en fait des personnes qui pourraient être intéressées pour les reprises. Eh bien, il faut leur parler autrement que dans un certain entre-soi que l'on connaît aujourd'hui. Parce qu'effectivement, quand on est uniquement entre responsables du monde agricole, on connaît les problèmes, on connaît les diagnostics, on connaît tout. Ok, très bien, mais ça ne nous donne pas plus de candidats à la reprise d'exploitation pour autant. Donc, il faut aller les chercher. Je suis convaincu qu'ils existent, mais il faut leur parler peut-être autrement. Et donc, nous, c'est un peu notre projet d'aller chercher ces personnes-là en leur parlant autrement, soit nous directement, avec, bien entendu, la mise en avant du modèle collectif à travers la coopération, parce qu'on pense que c'est un atout supplémentaire à la fois pour valoriser le territoire, parce qu'il y a un vrai questionnement aussi autour de l'aménagement du territoire. Ça a été présenté en introduction, mais aussi parce qu'il y a une notion de partage du travail, parce que les contraintes qui sont liées à la traite 2 fois par jour sont des contraintes qui étaient acceptées de façon inévitable, naturelle. C'était subi un petit peu. Par le passé, aujourd'hui, et c'est normal, les éleveurs qui sont dans ces questions-là veulent avoir une vie sociale un peu différente, veulent avoir des vacances, des week-ends, etc. N'est-ce pas, Audrey? C'est bien normal et c'est très bien. Et effectivement, vous apportez là aussi un
un regard avec un petit peu un pas de côté, quoi, d'une certaine façon. On regarde les choses un petit peu différemment et je pense qu'on a besoin de tout ça. Et puis, on a besoin aussi de partenaires techniques qui nous apportent une expertise que nous n'avons pas. Donc, nous, on veut Alors, par exemple, qu'est-ce que vous avez fait très concrètement, Laurent? Très concrètement, effectivement, on travaille avec un certain nombre de partenaires. On a mis en place des voyages d'études pour faire découvrir notre territoire, montrer la réalité de notre... Mais vous allez chercher loin les candidats? Ah oui, on est allé, on avait accueilli un groupe d'éleveurs hollandais et belges qui s'intéressait à la reprise d'exploitation en France. Bientôt des agriculteurs hollandais en France, alors bienvenue. C'est quelque chose qui n'est pas nouveau. Enfin, les sociologues qui sont Bernard le savent aussi bien que moi. On est des territoires, et nous aussi d'ailleurs, qui ont connu différentes vagues c'est vrai, c'est historique. d'installation, des vagues d'immigration. Et donc, on a ces enjeux-là, parce que aussi à l'extérieur, les politiques menées par certains États conduisent à, entre guillemets, libérer des bonnes volontés qui veulent continuer à travailler dans l'élevage. Donc, c'est aussi ces personnes-là que l'on veut montrer. Et puis, c'est montrer un regard... je travaille dans le monde agricole et je l'aime beaucoup, mais il a pour moi un défaut, peut-être de regarder parfois un peu trop le verre à moitié trop misérabiliste. Misérabiliste, peut-être que j'étais de mauvaise humeur ce jour-là, mais non, vous étiez convaincant. En tout cas, je pense que c'est important aussi de montrer que certes, ce n'est pas de l'angélisme de travailler dans l'agriculture, mais il y a aussi des bons côtés. Et on a tout un tas d'aménités positives ou de contreparties extrêmement valorisantes que l'on a peut-être tendance à un peu trop mettre sous le tapis. Il y a une agence de communication qui vous a aidé à travailler sur la marque employeur, justement. Absolument, parce que faire de la communication, tout le monde est capable. La faire bien, c'est un petit peu plus compliqué. Et par ailleurs, ce qu'on souhaitait, c'est véritablement avoir un dispositif organisé autour de ce message, autour de cette ambition d'aller contribuer à apporter une réponse très concrète. Donc nous, effectivement, on investit avec une agence de communication pour nous aider à organiser notre présence sur les territoires. On fait des participation dans des salons de l'emploi, dans des salons divers et variés pour avoir de la visibilité sur ces questions-là, mais aussi plus globalement de construire un discours autour du bénéfice à s'installer dans un élevage, et en particulier un élevage laitier, et en particulier un élevage laitier sur le territoire dans lesquels les coopératives qui sont adhérentes à ALCO sont présentes. Donc il y a un volet RH comme très important, le parcours collaborateur, comment intégrer un stagiaire, un salarié. Parce qu'on parle effectivement et c'est le cœur de cette question d'intégrer des nouveaux éleveurs, mais ces éleveurs sont dans des exploitations dans lesquelles on a de l'emploi aussi, on a donc des salariés, il faut pouvoir leur parler, il faut leur apporter des solutions, et bien souvent, il y a une forme de comparaison, un benchmark qui se fait entre un salarié agricole sur un territoire et les avantages qu'il peut avoir au travers de son travail. Et puis des entreprises qui sont à côté de lui, l'entreprise à côté, elle a un 13e mois, elle a un CSE, elle a des chèques vacances, elle a donc à choisir des tickets resto. Et ça, c'est des choses sur lesquelles on a assez peu de réponses aujourd'hui dans le monde agricole, et on aimerait pouvoir travailler là-dessus pour apporter quelque chose qui, socialement plutôt, permet de lisser un peu mieux. Pardon. Il y a François qui... Oui, exactement. Qui permet quand même d'apporter une réponse. Alors, c'est pas pour ça que ça va s'installer, mais ça, c'est un vrai sujet. Mais un salarié heureux, c'est un futur agriculteur heureux? On peut l'expliquer, mais un salarié, d'une certaine façon, il est agriculteur. Il n'est pas forcément chef d'exploitation et propriétaire de la ferme, mais pourtant, c'est un agriculteur. Donc, vous avez raison. Ça, c'est un vrai sujet. Et si on reprend d'ailleurs le sens de votre thématique, en fait. Je veux devenir agriculteur. Je veux devenir agriculteur. On peut être agriculteur en étant propriétaire de son exploitation, mais on peut être agriculteur au travers du travail dans une exploitation. Et est-ce qu'on est agriculteur toute sa vie? Ça, c'est encore un autre sujet. Je pense que quand on est salarié agricole, c'est quelque chose qu'on peut tout à fait envisager. On sait bien que le turnover dans les entreprises, c'est quelque chose qui existe de façon beaucoup plus forte que par le passé. Et c'est la même chose dans une exploitation agricole. Je ne vois pas pourquoi ça serait différent. Et est-ce qu'on peut être agriculteur, Laurent, arrêter d'être agriculteur quelques années et redevenir agriculteur? Je crois qu'aujourd'hui, on peut tout imaginer. Tout est possible. Il n'y a plus de tabou. On voit toujours des cas particuliers. C'est vrai que malgré tout, le monde agricole, c'est quand même la question du temps long. Et pour moi, se posera plutôt la question
de la pérennité des modèles d'agriculteurs qui veulent s'installer en étant propriétaires de leur exploitation, en le faisant plutôt avec une visibilité court terme. Eh ben, c'est Parce parfait. que c'est une difficulté auquel il faut apporter une réponse. Et effectivement, Eh ben, il y a une forme de réponse. pour Audrey. C'est Exactement, parfait. parce que c'est vrai que, et c'est en particulier vrai pour l'élevage laitier, les capitaux à reprendre sont importants. Et donc, l'étalement de cette charge est plus compliqué à réaliser sur un court terme que sur une durée de vie plus importante. Et de ce point de vue-là, je pense que la coopération a des atouts complémentaires à apporter par rapport à d'autres types de modèles. Ah, bravo de parler aussi des valeurs et des atouts de la coopération. Et merci Laurent, parce que c'est très bien, vous parlez de modèles robustes à bâtir. Audrey Bourlot, vous avez écouté attentivement les trois autres intervenants. Vous avez une ferme pilote, hein, vous êtes un peu aux avant-postes de l'agriculture en 2030 et au-delà. Vous allez nous parler de cette ferme pilote et puis aussi vous accompagnez l'entrepreneuriat agricole depuis 4 ans. Vous les voyez passer, ces candidats qui veulent et candidates qui veulent et qui veulent devenir agricultrices et agriculteurs. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire sur leur profil et nous représenter un peu Hectare? Bonjour à tous, effectivement, Hectare, c'est une ferme pilote et des programmes d'accompagnement à l'entrepreneuriat, parce que tout ce que j'entends, c'est de rappeler que l'agriculteur est un chef d'entreprise qui va choisir la taille de son outil d'exploitation, combien il va investir, combien il veut gagner et comment il veut vivre surtout. Parce que je pense que ce qui nous unit ici, c'est de voir que les profils ne sont plus homogènes, qu'on sort effectivement d'une histoire agricole où on avait un corps un peu homogène à des multitudes de formes d'organisation au travail aussi. Pas que dans le fait d'être ou pas propriétaire de sa terre, mais de comment je m'organise pour travailler dans ma ferme. Chez Hectare, on a accompagné effectivement des porteurs de projets, tous plutôt diplômés, Bac+3, Bac+5, qui avaient un premier parcours de vie puisqu'ils arrivent vers 35 ans. 30% d'entre eux sont des enfants d'agriculteurs, 70% des nouveaux entrants. D'accord. Et à chaque fois, ce qui revient, c'est peut-être un lieu, et on est très proche des lois, on collabore très bien ensemble, où ils posent des questions qu'ils ne devraient peut-être pas poser vis-à-vis d'un milieu agricole, où ces questions seraient vues comme peut-être, c'est-à-dire, est-ce que je vais rester toute ma vie ? Voilà. Comment je fais pour sortir dans 10 ans ? J'ai 35 ans, c'est une industrie à capitaux lourds, je vais prendre énormément de risques financiers, comment je peux sortir ? Est-ce que je vais être aux opérations de ma ferme toute ma vie ? Nous, on a accompagné une jeune femme, elle a été 3 ans aux opérations, c'est-à-dire elle-même sur le tracteur à faire de la céréale, et là, elle a décidé d'être coach pour d'autres agriculteurs. Elle en a le droit en tant que chef d'entreprise. Et elle reprendra peut-être les manettes opérationnelles de sa ferme dans 2-3 ans. Elle a mis sa ferme pendant 2-3 ans en sous-traitance pour mieux y revenir. Et moi, je trouve ça super qu'on puisse se dire, je vais faire ça 15 ans, 20 ans, mais peut-être pas de manière linéaire. Peut-être que je vais avoir des salariés qui vont venir me seconder. On a d'ailleurs dans notre histoire agricole énormément d'agriculteurs qui ont aussi des fonctions de représentation et qui se sont organisés. Et c'est pareil. Donc nous, on en a fait un lieu où l'entrepreneuriat est la majeure. Ce que je remarque, c'est les équilibres de vie, comme dans tous les métiers. Et la fragilité qu'on a dans les modèles économiques qu'on fait tourner depuis 4 ans chez Hectare, c'est une absence énorme de données sociales. C'est-à-dire qu'on vient d'un univers où nos modèles reposaient sur un homme ou une femme clé, énormément de recours à l'entraide familiale. Comme le dit très bien François Pursec, c'était un mode de vie où la famille était au service de la ferme. Et nous, quand on met tout ça dans des Excel et qu'on fait tourner nos modèles, on a beaucoup de mal à reconstituer le temps de travail et la donnée salariale en face de ça. Aujourd'hui, on va être sur des fermes qui vont avoir plus de recours à du salariat pour être remplacées, avoir le droit à des vacances comme tout chef d'entreprise. Et je peux vous dire que pour avoir moi-même, vous l'avez dit, une ferme pilote, quand on a voulu mettre un lot après avoir fait du lait, là on est sur l'allaitant, j'ai appelé 15-20 éleveurs pour leur dire c'est quoi ton temps d'observation, ton troupeau journalier, combien de temps tu regardes à l'unité ? Je sais pas, je suis là, je le regarde en plus, tu sais, 5-10 minutes. Si je mets 1 minute d'observation par vache et que j'ai un lot de 60, c'est 1 heure de travail salarié. Et quand vous mettez tout ça bout à bout dans des structures de coûts, pour moi, le coût de la transition ne sera pas qu'environnemental. Demain, dans nos structures de coûts, il va être social. On a oublié de modéliser la valeur travail dans nos business plans. Et c'est là-dessus, nous, qu'on met toujours le point de vigilance aux porteurs de projets. Oui, moi-même, j'ai une phase pionnière de l'entrepreneuriat. On peut, pendant quelques années, être à fond, jamais compter ses heures et pas prendre de vacances sur des modèles à capitaux très lourds qui demandent des dizaines d'années de retour sur investissement. Il faut qu'on ait fait nos structures de coûts en comptant du service de remplacement, du temps salarié et une robustesse sociale très forte. Peut-être ce qu'on accompagne aussi, ce qui est un peu nouveau pour ceux qui nous avaient suivis maintenant depuis 2-3 ans, on accompagne aussi des agriculteurs via des coopératives sur l'organisation au travail, sur l'efficacité au travail, parce qu'on se retrouve aussi avec des jeunes repreneurs qui viennent nous voir
avec une charge mentale très élevée. Ah, le mot était prononcé, charge mentale, vous ne l'aviez pas encore dit. Et non, mais c'est vraiment une réalité, quand on connaît bien ce monde agricole sur ça. Et on se rend compte que même dans les formations, même s'ils ont repris, on a des outils aujourd'hui. Nous, on a travaillé sur une méthodologie qui a été faite dans des petites industries. Ça s'appelle le lean management. C'est du management visuel, des outils de définir son temps, de s'alléger cette charge mentale pour être plus robuste. Et on voit qu'il y a aussi, quand on parle de productivité, de coût de production, je pense qu'on peut encore gagner en efficacité opérationnelle dans nos fermes. Si on s'organise mieux, et on va retrouver du confort pour faire ce qui a été dit, et que je trouve que c'est la première fois que je l'entends, développer sa marque employeur. Aujourd'hui, en étant moi-même à la tête d'une ferme pilote à 35 minutes d'ici, je vais avoir du turnover de salariés en élevage laitier et même dans d'autres choses. Et les salariés, ils ont le choix de venir travailler dans une ferme ou d'aller de l'autre côté de la Nationale 10, travailler dans un hypermarché qui a un job sous tension, dans un entrepôt qui recherche des personnes, dans du serviciel. Et donc, qu'est-ce qu'on offre sur notre ferme pour accueillir nos salariés qui ont aujourd'hui le choix? Le rapport s'est inversé. Ce que disait Laurent. Et aujourd'hui, moi, je pense qu'il faut oser aussi dire que le monde agricole ne s'est peut-être pas encore totalement approprié sa marque employeur dans les conditions d'accueil de ses salariés. Je suis navrée de le dire aussi crûment. Le nombre de fois où je vais dans les fermes ou pour accéder aux toilettes, on va dans la maison de la famille et qu'on n'a pas un local dédié pour ses affaires, c'est une réalité de notre contexte agricole. Il n'y a plus une entreprise aujourd'hui qui n'a pas un point d'accueil de ses salariés, une salle de pôle, de quoi se changer. Où vous faites manger vos salariés quand c'était votre mode de vie, votre maison familiale. Tout à fait. Donc tout ça, c'est une rupture. Tout ce qu'on accompagne dans ces nouveaux acteurs, c'est juste de faire d'une ferme une entreprise qui a les mêmes codes et les mêmes standards d'emploi que les autres employeurs de son territoire. Avec un métier en plus hyper complexe, hyper... Voilà, le chef d'entreprise agricole, c'est un chef d'orchestre qui doit gérer du vivant et plusieurs paramètres. Et justement, je crois qu'Hectare a conçu un outil d'intelligence, un chatbot gratuit pour les agriculteurs. Oui, c'est notre actualité. Ça sera après en septembre. Pourquoi? Parce que j'ai l'humilité de dire que j'avais fait plein de choses dans ma vie, mais que d'être moi-même aux opérations de la ferme au début, j'ai pris un petit choc social et opérationnel avec une bonne charge mentale. Donc, je peux en témoigner et dire que c'est pas fait quand même. Non, mais j'ai eu la chance d'être super bien entourée, d'avoir des très bons salariés et une équipe qui m'a dit, écoute, je pense qu'on peut travailler aussi différemment. Et effectivement, il y a quelque chose pour les cédants. Je pense que ça serait utile pour les repreneurs. Aujourd'hui, on a un outil qui est l'intelligence artificielle. Ce secteur ne peut pas s'en passer. Et moi, je suis assez obsédée par la capitaliser sur l'observation. C'est-à-dire que nous, comme beaucoup de fermes, on fait appel à un agriculteur voisin pour sous-traiter certains travaux. On a nos salariés. On a des experts qui passent, des vétos, on peut avoir des conseillers agro. Et on a un métier où l'observation, c'est quand même le cœur de ce métier. Et on n'en fait pas une donnée encore intelligible. On la valorise, c'est ça? Mais en fait, l'observation, elle n'est pas rentrée. Je connais peu d'agriculteurs qui vont ressaisir dans leur logiciel tout leur tour de plaine, tout ce qu'ils observent. Pour autant, on est dans les champs. Et je pense que la commande vocale, on a un métier d'une grande oralité. Au moment où vous faites les opérations, nous, on est en train de le tester avec nos équipes. Vous pouvez relever énormément de facteurs d'observation de vos tours de plaine, de votre troupeau. Et grâce à l'IA demain, si vous structurez bien cette phase d'observation, on pourra la rendre intelligible dans des outils d'aide à la décision. Il y a plein de logiciels qui existent. On n'est pas en train de lancer un énième logiciel. C'est juste ce pont très opération du quotidien qui peut permettre en tout cas de capitaliser. Je le dis souvent, une ferme, c'est un capital sol, c'est de la terre. On oublie souvent que c'est un énorme capital intellectuel de ceux qui y ont travaillé. Et aujourd'hui, je pense qu'on arrive à un moment où l'IA, la commande vocale, va redonner énormément de force à ce métier-là aussi, si on sait bien l'utiliser et s'en servir. Bien sûr, métier du réel, métier où on décrit le réel sur les charges administratives aussi. Vous avez dit, c'est 9 heures par semaine, tout à fait. Un agriculteur en moyenne. Exactement. Et il y a peut-être un point que j'ose dire aussi, nous, on a accompagné des enfants ou d'agriculteurs ou d'agricultrices, et vous l'avez dit, qui sont partis faire autre chose. Et il y a quelque chose qui me frappe toujours, et que j'ose dire aussi, quand ils reviennent, certains, au lieu de capitaliser sur leur expérience, je pense à une jeune femme qu'on a accompagnée qui était très forte en commerce, marketing, et qui allait reprendre un vignoble dont le cœur du problème, c'était de vendre, m'a dit, il faut que j'aille faire un cours d'agent de taille parce que tu comprends, je vais revenir m'installer dans le Bordelais et on va me juger parce que je ne sais pas faire moi-même le geste technique. Et peut-être où on est utile, c'est que nous, on a osé lui dire, surtout ne fais pas ça, en tout cas pas maintenant. La priorité, c'est bien ta compétence de vendre. Mais il y a quand même ce regard, je le dis parce que je l'ai éprouvé, ressenti, de la légitimité, de savoir tout faire soi-même, la pression du regard des pairs ou des voisins. On a d'autres choix qui arrivent aussi, j'ose en parler, qui est le recours à la délégation de travaux, à la sous-traitance sur certaines opérations. Je ne dis pas que c'est bien ou mal, mais est-ce qu'on est tous propriétaires encore de notre parc matériel? Il y a des régions où il y avait des CUMA. On peut aussi faire de l'entraide avec des agriculteurs à qui ça crée un revenu complémentaire pour faire certaines opérations. Et je pense que ces modes d'organisation au travail, elles doivent être plus
consensuelles et ouvertes parce qu'elles nous permettent de gagner de la performance économique sur nos exploitations, en fait. Le collectif, en fait. Le c'est ça, hein. collectif, exactement. Ouais, ouais. Et je pense que si ces structures, quand on s'était rencontrés au début de la thèse de Cécile, on arrivait tous un peu à ce moment-là, c'est peut-être parce que ces porteurs de projets venaient dans des structures où on regarde ce métier-là d'une façon très entrepreneuriale, sans a priori sur leur façon de faire. Et je crois que c'est vraiment le collectif. Les coopératives ont un rôle à jouer, les chambres d'agriculture ont un rôle à jouer. Et on a besoin tous ensemble, en tout cas, de mettre des modèles robustes. Les défis sont grands, les capitaux, le mur de financement qui nous attend. Moi, je le redis, aujourd'hui, on a un mur de financement sur des gens qui n'héritent pas de leur terre, où on va avoir besoin de tout le monde, de la banque, des fonds d'investissement, de la coopération qui peut faire du portage, parce qu'un nouvel entrant qui s'installe ne pourra pas prendre le risque financier tout seul d'aller sur des outils si lourds en capitaux. Il y a un profil, Audrey, que vous n'accompagnez pas à Hectare. Vous dites ce profil-là, c'est pas nous. Vous me l'avez dit quand on a préparé. Je cherche, et quand je dis ça, je n'ai pas trouvé, moi, de modèle qui, de notre point de vue Hectare, soit assez robuste sur des micro-fermes en maraîchage. D'accord. J'ai beaucoup de mal à trouver un équilibre social. Donc, il y a beaucoup de réseaux qui accompagnent ces porteurs de projets. D'autres réseaux, effectivement. Okay. Moi, c'est vrai que proposer un modèle sur un homme ou une femme clé sur des petites surfaces liées à la vente directe, je trouve que ça fait beaucoup dans le temps parce que c'est maîtriser tous les métiers sur une seule personne. Et on n'a pas craqué, si je puis dire, encore un modèle qui nous rassure assez pour accompagner ces porteurs de projets-là. C'est bien de dire aussi. Très bien. Merci beaucoup. Merci Audrey. Je vois que l'heure tourne. On a encore 5 petites minutes à passer ensemble. J'avais envie de vous poser une question à tous les quatre, peut-être pour terminer. Voilà, on a écouté attentivement tous ces témoignages. Quel serait, je commence par vous, Maxime, puisque vous êtes complètement à ma gauche sur le bord de la table, quelle serait votre recommandation numéro 1 à un nouvel arrivant ou une nouvelle arrivante dans le métier agricole? C'est un peu difficile, mais... Ah ouais, alors, nous, ce qu'on constate, c'est qu'ils ont une multitude de possibilités de s'entourer, que ce soit par des prestataires qui vont leur proposer du conseil, de la formation, du coaching, des outils, pour la distribution, pour la transformation, etc. C'est pas facile de faire son choix là-dessus. Prenez un exemple simple, vous voulez mettre des panneaux solaires sur le toit d'un hangar ou construire un hangar avec des panneaux, vous avez 250 prestataires possibles. Comment le choisir Voilà. Donc, un des trucs qu'on essaye de faire, c'est de faire un peu l'UFC Que Choisir, là, des différentes solutions à la disposition des agriculteurs. Et aujourd'hui, autour de nous, il y en a plein aussi, des stands avec plein de solutions intéressantes. Les jeunes qui s'installent, ils n'ont pas toujours le temps de tout regarder, donc on va essayer de leur faciliter la vie. Et donc, le conseil, c'est soyez bien entourés, choisissez des prestataires, des acteurs, des solutions qui vont vous aider. Et pour ça, peut-être faites-vous aider à les choisir, parce que ce n'est pas évident d'avoir le temps à consacrer sur chacun de ces acteurs. Évidemment, voilà, bon accompagnement sur les dimensions économiques, sur la dimension... le modèle robuste. Voilà, modèle robuste, plan social, tout ça est peut-être le numéro 1, mais il y a plein d'autres solutions autour qui peuvent rendre plus robuste l'installation. Merci Maxime pour votre réponse. Alors, Cécile, vous avez le temps de réfléchir. Ça peut être un état d'esprit, pas forcément une qualité. Voilà. Qu'est-ce que vous diriez Moi, ce qui m'est venu spontanément, c'est vraiment de rencontrer les agriculteurs, parce que c'est vrai qu'on a aujourd'hui, pour avoir travaillé dans le cadre d'un mémoire de master sur l'imaginaire néo-paysan, donc ces personnes qui veulent se projeter dans la terre, on se rend compte qu'ils sont quand même parfois très éloignés du monde agricole et de ses réalités. Donc, je pense que le premier conseil, c'est vraiment rencontrer les agriculteurs avant même de passer par la case accompagnement. C'est plutôt de remettre c'est ça, aller dans la ferme. Enfin, oui, connaître, discuter du métier, faire des tâches. Enfin, voilà, on vient de souligner que les tâches n'étaient pas forcément centrales dans le cœur, mais je pense qu'il y a quand même un enjeu à ce que ça soit connu, du moins apprécié, pas forcément maîtrisé techniquement, mais en tout cas, que le métier soit connu. Et je pense que dans toutes ces personnes qui envisagent des reconversions professionnelles, il y a souvent cette tentation d'idéaliser le métier, d'idéaliser un cadre de vie, d'idéaliser... ce qu'est l'agriculture, comment on va commercialiser ses productions, etc. Et donc de vraiment discuter et rencontrer et mettre un peu les mains dans la terre avant de se lancer et tout plaquer et voilà. Parfait, très bon conseil, se confronter au réel du métier. Parce qu'il y a bien un métier qui est dans le réel, c'est le métier d'agriculteur. Merci Cécile pour ce conseil. Laurent, qu'est-ce que vous diriez, vous? Je vois un peu ce qui a été dit. Moi, je pense que ce qui est véritablement important, c'est de faire en sorte d'avoir conscience d'être le plus curieux possible. Je pense que ça, c'est vraiment quelque chose qui est extrêmement important pour les personnes qui se posent la question de reprendre, qu'ils soient issus du monde agricole ou pas du tout.
mais avoir la curiosité de voir différents modèles, d'avoir D'accord. la curiosité d'aller Rien voir s'interdire. différentes pratiques, etc. Oui. Ça me semble extrêmement important, vraiment fondamental pour aller s'ouvrir le maximum de portes. Ça permet également aussi d'envisager des ruptures de fonctionnement parce que, effectivement, Audrey l'a rappelé, et c'est important, effectivement, de dire, c'est vrai que dans le monde agricole, on a souvent ce genre de remarques, on a toujours fait comme ça, quoi. Oui, des automatismes. Hein. Mais les automatismes. Ouais. c'est faux, c'est factuellement faux, d'ailleurs, parce qu'on Conflit culturel. n'a pas toujours fait comme ça, mais par contre, oui, avec le temps, un certain nombre de choses se sont organisées autrement. Je crois qu'au moment de cette question de reprise, c'est important d'avoir conscience qu'on doit être chef d'entreprise et que la première des compétences à avoir, c'est véritablement d'être un bon gestionnaire. La question, et je suis complètement d'accord avec vous, Audrey, quand vous précisez ces questions-là de capacité à gérer une entreprise, je pense que si effectivement on n'a pas suffisamment anticipé ces questions-là, on va avoir des difficultés complémentaires. Et d'être bon techniquement, ce sont des compétences qui peuvent s'acquérir avec le temps ou qui peuvent être déléguées à d'autres aussi. Et, par contre, le cœur de la reprise d'exploitation restera malgré tout d'être un chef d'entreprise qui doit mener à bien cette mission. Donc, merci. Ça, c'est les 2 points qui me semblent. Merci beaucoup, Laurent. Se sentir chef d'entreprise, vous n'êtes que d'accord, Audrey, n'est-ce pas? Oui, je dis souvent, une entreprise, c'est 3 choses. Une vision, des finances et une équipe ou des personnes pour le faire. Et donc, les 3, c'est que la vision, je crois qu'on l'oublie tout le temps, mais comme toute entreprise, la bonne stratégie, c'est celle qu'on suit quand on est agriculteur et le système où on tiraille toujours par la météo, les pratiques, le cours du marché. Donc, je pense qu'il faut un alignement en soi. On est sur du temps long et pas déroger de ce pourquoi on est entreprise, qu'on veut faire sur son exploitation et tenir et garder le tenir. Ouais. Vraiment, moi, je pense que la vision, l'alignement qu'on a au fond de soi, moi, je me suis sentie moi-même tiraillée sur pourquoi il faut changer, pourquoi il ne faut pas faire comme ça à un moment donné. Et donc, il faut alors tenir sa vision. Donc, ça veut dire, je suis désolée de revenir au financement, mais avoir effectivement de la trésorerie d'avance. On en parle peu. Ce sont des modèles qui sont très gourmands de trésorerie, notamment en élevage. Donc, si on s'installe un peu short financièrement, le moindre petit soubresaut climatique, le moindre choc social, on est plus près et on a de la défaillance. Donc, la maîtrise économique, c'est 2. Et 3, je reviens sur mon 3e pilier, que sont les hommes. Même si on s'installe au début seul ou pas, vraiment penser à comment ça tourne sans soi, au bon sens du terme. C'est-à-dire qu'on peut avoir justement des accidents de la vie, de maladies, et quand tout repose sur soi, même la connaissance de comment se brancher un outil sur c'est pas des choses compliquées, mais ça permet dès le début de rentrer dans cette dynamique d'alléger sa charge mentale dès le début. Alléger sa charge et mentale. ne pas oublier la vision, parce qu'on est tous des chefs d'entreprise, on fait ça aussi pour certaines valeurs qu'on défend. Voilà. Merci Audrey, merci beaucoup pour ce conseil. Eh bien, écoutez, ça y est, parfaitement. 11h47, on a un tout petit peu de retard. Moi, j'ai aussi des recommandations. Alors, non pas pour les futurs installés, mais de lecture. Évidemment, le livre de François Purseigle et de Bertrand Hervieux, Une agriculture sans agriculteurs. Il y a la France agricole qui fait un dossier S'installer sans être issu du milieu agricole, qui est très bien fait aussi avec des témoignages. Et il y a la revue Ressources de l'INRAE qui a un dossier spécial ce mois-ci, Quels agriculteurs pour quelles agricultures demain. Et la revue Agridé, j'ai le temps de la montrer, la musique commence. Être chef d'entreprise agricole en 2025. Alors justement, on en parle juste après à midi au Café des Agris. Si vous voulez poser des questions en plus, Audrey, vous restez avec nous. Je vous remercie en tout cas aussi tous les 4 pour vos interventions et votre présence. On a ce Café des Agris jusqu'à midi et demi. Et ici, là, sur cet espace à midi, on enchaîne sur Je veux déléguer les chantiers avec notre ami Pierre Compère. Qui, merci Pierre de me faire signe et Alain Savary, mes chers mousquetaires, partenaires de ces animations. Merci beaucoup à vous tous pour votre présence. Merci.